Explorez, inspirez-vous, éveillez-vous, réveillez-vous. Good Green Vibes, immersion au cœur de l'éco-aventure de ceux qui changent le monde. Réembarquez, c'est parti. Je me souviens du premier jour où on a commencé l'expédition et il devait faire plus 5 degrés. Il y avait des flaques d'eau tout autour de nous. On a commencé au nord-ouest de l'archipel, à la station scientifique de Ny-Ålesund. Et je veux dire, on était en pull dehors, on mourait de chaud. Et là, je me suis dit, waouh! Et je me suis dit, c'est quand même super bizarre d'avoir des conditions aussi chaudes. J'espère que ça va pas durer. Rien ne pouvait nous préparer aux conditions qu'on allait avoir pendant l'expédition. Parce qu'on s'en est pris, mais alors plein à la tronche. Du premier jour jusqu'au milieu de l'expédition, on a eu absolument l'inverse de ce qu'on devait avoir au mois d'avril. Des températures autour de 0 degré pendant 15 jours. Des vents jusqu'à 130-140 km/h. Et pratiquement tous les 2 jours, on avait une énorme tempête qui nous tombait dessus. Et il nous a fallu vraiment une bonne semaine pour réaliser, mais là, ce qu'on est en train de subir, c'est directement l'expression du dérèglement climatique. Et c'est ultra flippant. Les Good Green Vibes vous présentent Heidi Sevestre. Elle est glaciologue et en 2021, elle est partie pour une expédition unique au cœur de l'extrême arctique sur l'archipel norvégien du Svalbard. Avec son équipe des Sentinelles du climat, elle a skié sur 450 km de glaciers, de fjords et de sommets enneigés, collectant des données qui amélioreront notre compréhension de la fonte de l'Arctique. Une équipe 100% féminine qui a mené à bien la toute première expédition de recherche neutre en carbone à avoir jamais lieu au Svalbard. La science, comment la pratique-t-on dans ces zones extrêmes ? Quel est son impact sur l'environnement ? Comment peut-on la faire évoluer et peut-on, elle aussi, la décarboner ? Au cours de cet épisode, les Good Green Vibes vous font sentinelles du climat et vous mettent en immersion au cœur du changement climatique en Arctique et de la science en milieu polaire. Une de mes premières grosses expéditions polaires, elle a eu lieu quelques semaines après la fin de mon doctorat. Donc j'étais toute fière de moi, j'étais devenue glaciologue, t'imagines quoi, vraiment, j'avais atteint mon plus grand but, mon plus grand souhait. Et on m'invite, voilà, même pas une semaine après, à partir en Antarctique. Mais imagine bien que mon doctorat, je l'ai fait au cœur de l'Arctique, sur l'archipel du Svalbard, le Spitsberg, on l'appelle plutôt Spitsberg en France, et on me demandait, en quelques jours, de partir à l'autre bout de la planète en Antarctique. Et c'est vrai que sur le coup, je me suis posé aucune question, je me suis dit quelle chance extraordinaire. T'imagines le Graal des glaciologues, quoi, de pouvoir partir en Antarctique, le continent blanc, là où il y a le plus de glace dans le monde. Et donc il m'a fallu un quart de seconde pour dire j'y vais, quoi. J'ai pas de doute là-dessus, je me pose pas plus de questions que ça. Mais c'est vraiment pendant le trajet où il m'a fallu, c'était quoi, 5 ou 6 vols d'avion pour pouvoir rejoindre l'Antarctique, où je me suis quand même dit waouh, c'est pas commun. Et là, vraiment, j'atomise mon empreinte carbone, ça c'est clair. Ensuite, pendant le terrain, on a passé 6 semaines sur le terrain, 2 mois en tout en Antarctique. Et là, pareil, on a utilisé pas mal d'énergie fossile pour pouvoir se déplacer sur le terrain, pour pouvoir collecter un maximum de données scientifiques. Et ensuite, j'ai dû rentrer chez moi, donc rebelote, tous les petits sauts de puce en avion. Et c'est vrai que c'était vraiment une période de ma vie où je commençais très sérieusement à me questionner sur l'empreinte carbone de la science. Et je venais quand même d'un endroit où j'ai habité 4 ans au Svalbard pour faire mon doctorat. Ensuite, je pars en Antarctique faire une campagne de terrain. J'avais une empreinte carbone qui était absolument monumentale. Mais je me suis dit que j'avais plus d'excuses et c'était vraiment le moment ou jamais pour la calculer, pour étudier chaque ligne du problème, chaque vol en avion, chaque snow scooter, chaque scooter des neiges qu'on utilisait. Et c'est vrai que ça m'a tellement questionnée, je me suis dit, ça tient qu'à moi. Pourquoi est-ce que je créerais pas ma propre expédition en montrant que l'on peut faire mieux,
que l'on peut essayer d'être plus en adéquation avec ce que l'on dit, avec ce que l'on observe, pour montrer que voilà, même dans les environnements les plus extrêmes de la planète, on peut faire un effort. Et ça m'a mené à créer ce projet qui s'appelle Climate Sentinels, donc les sentinelles du climat, qui est une expédition où on réduit son empreinte carbone le plus possible. Une expédition qui a eu lieu l'année dernière au cœur de l'Arctique, où on a essayé vraiment de chambouler les codes d'une expédition scientifique classique. Pour nous, Climate Sentinels, c'était vraiment essayer de créer une expédition qui nous ressemble. Et quand je dis nous, j'étais pas toute seule à avoir cette idée folle, heureusement. J'étais accompagnée de 5 autres scientifiques, toutes des nanas, toutes docteurs, soit en glaciologie, soit en géologie marine, soit en chimie de l'environnement. Et ce qu'on voulait, c'était vraiment complètement changer la façon avec laquelle on fait de la science dans les régions polaires. Donc déjà, et c'était pas anodin, une expédition 100% féminine. C'était super important pour nous, parce qu'on voulait montrer qu'on est là. Qu'est-ce que c'est que d'être une nana scientifique en 2021 ? On n'est pas du tout des athlètes ou des action women, mais on voulait montrer qu'on, nous aussi, on peut tout à fait faire une expédition scientifique, mais dans un des environnements les plus extrêmes sur Terre. Donc j'ai eu la chance d'être accompagnée par Silje, norvégienne, par Anne, suédoise, par Dorothée qui est française, Alia qui est aux États-Unis et Nina qui est elle aussi basée aux États-Unis aujourd'hui. Et 4 d'entre nous ont pu partir sur le terrain au mois d'avril 2021 pour faire une expédition qui a duré 32 jours. Et cette expédition, elle a eu lieu au Svalbard, sur l'archipel donc du Svalbard. Et là, t'as pas 10 000 options pour réduire ton empreinte carbone. Si tu veux utiliser un moyen de transport qui est vraiment climate friendly, à part skier et tirer tout ton équipement derrière toi, franchement, c'est difficile de trouver d'autres techniques. Donc pendant 1 mois, on est parti en ski avec des petits traîneaux derrière nous qu'on appelle des pulkas, à tirer tout notre équipement, l'équipement pour camper, pour dormir, pour se nourrir et aussi pour faire de la science. Notre contrainte, c'est que nous, on veut faire de la science, mais avant tout, on veut que cette science soit respectueuse de l'environnement. Donc on a pris un peu le problème à l'opposé d'une expédition scientifique classique. Généralement, tu donnes la priorité à la science et tu dis je veux faire cette science-là, donc je vais adapter mes méthodes de transport par rapport à ça. Et nous, c'était l'inverse. C'était notre méthode de transport, ça va être le ski pulka. Donc qu'est-ce qu'on peut faire au niveau scientifique par rapport à ça ? Et c'était très limité. C'était extrêmement réduit. Et la seule chose qu'on pouvait faire, c'était de faire de l'échantillonnage. Et en termes scientifiques, ce qu'on allait étudier, c'est la déposition des petites particules fines que l'on émet à chaque fois qu'on brûle des énergies fossiles. Et ces particules fines, un peu où que tu sois en France, si tu passes ton doigt le long d'un bâtiment, en pleine ville, tu remarqueras que ton doigt il est un petit peu noir. Et ben cette suie en fait qui recouvre ton doigt, ce sont des particules fines. Et ces particules fines, elles sont très très légères. Et les plus légères, elles peuvent voyager sur des milliers de kilomètres. Et même en émettant des particules fines en France, ces particules fines, elles peuvent voyager jusque dans l'Arctique. Pourquoi c'est important très rapidement ? C'est parce qu'elles sont noires et lorsqu'elles se déposent sur de la neige ou de la glace, qui sont des surfaces très blanches, elles vont les assombrir. Et ces surfaces qui s'assombrissent, plutôt que de réfléchir les rayons du soleil dans l'atmosphère, elles vont absorber de plus en plus de ces rayons du soleil. C'est un peu comme le t-shirt blanc ou le t-shirt noir en plein été. Aujourd'hui, l'Arctique s'assombrit de plus en plus, notamment à cause de ces particules fines. Donc nous, ce qu'on est allé faire pendant 32 jours, c'est prélever des échantillons de neige pour comprendre d'où vient cette pollution, parce qu'aujourd'hui on est capable de le faire, et quel type d'énergie fossile a brûlé. Est-ce que c'était du charbon ? Est-ce que c'était du gaz ? Est-ce que c'était du pétrole ? Parce que si tu es capable de mettre le doigt sur la source du problème, c'est là où tu peux vraiment commencer à identifier des solutions. Et on sait que par exemple au Groenland, où le phénomène est très très étudié,
à l'ouest du Groenland, pardon, donc sur la côte ouest du Groenland, on sait que les particules fines, notamment, viennent beaucoup des feux de forêt de Californie. C'est fou, hein. T'imagines la distance que c'est, cette suie que ce noir de carbone parcourt. Pour le Svalbard, gros point d'interrogation, parce qu'on sait que les vents viennent d'un peu partout sur Terre, et je serais vraiment très curieuse de voir, est-ce que là aussi, c'est les États-Unis ou le Canada, l'Amérique du Nord qui participent le plus à cette pollution. Est-ce que c'est l'ouest de l'Europe qui amène pas mal de pollution ou est-ce que ça viendrait d'endroits vraiment très surprenants, peut-être comme la Russie ou d'autres parties de l'Asie. Donc on l'espère que nos échantillons vont pouvoir en tout cas identifier la source du problème pour le Svalbard. Quatre femmes, 4 scientifiques s'élancent donc au cœur de leur expédition. Une expédition qui va se dérouler en avril 2021. Mais pourquoi avril ? Parce que cette période de l'année est celle qui offre généralement le meilleur climat, propice à ce type d'expédition. Beau temps, stable, basse température et ensoleillement quasiment permanent. Sauf qu'on est en Arctique, là où le climat est déjà très déréglé. Et cette année-là, cet avril-là, le Svalbard va connaître un épisode climatique inédit qui va totalement chambouler l'expédition. En fait, il y a quelque chose qui aurait vraiment dû nous mettre la puce à l'oreille avant de partir. On a passé à peu près 10-15 jours à Longyearbyen, donc qui est la capitale du Svalbard, la communauté norvégienne principale de l'archipel. On a passé 15 jours en ville, entre guillemets, c'est une toute petite ville, mais à se préparer avant de partir sur le terrain, avant de partir en expédition. Et 5 ou 6 jours avant que l'expédition doive commencer, tout notre quartier, là où on habitait dans la ville, a été évacué à cause d'une tempête. Et il y avait une énorme tempête qui arrivait, il faisait super chaud, il faisait autour de 0 degré, ça allait amener des quantités de neige absolument dingues. Ces quantités de neige risquaient de déclencher des avalanches. Et déjà, ces années précédentes, il y a eu pas mal d'accidents en pleine ville où il y a eu des avalanches qui ont défoncé des bâtiments à Longyearbyen. Et là, on est, voilà, même pas une semaine du départ de l'expédition, on est à bloc, on se prépare. Et là, on nous dit, d'ici la nuit prochaine, le lendemain matin, avant 7h du matin, vous devez avoir évacué tous ces bâtiments-là, parce qu'ils risquent de se faire défoncer s'il y a une avalanche qui tombe, quoi. Et sur le coup, je me suis dit, waouh, c'est quand même pas super bon signe. Mais ça m'a pas surprise plus que ça. Je me suis dit, bon, c'est vrai que ça arrive, qu'il y ait des blizzards. C'était encore la mi-mars, fin mars. C'est vraiment une transition entre les saisons. Voilà, je me suis dit, bon, tant mieux que ça arrive maintenant, parce que ça n'arrivera pas après. Mais je pense qu'on avait tellement préparé cette expédition-là, qu'il y avait plus de doute dans notre tête qu'on devait partir, quoi. Et au Svalbard, tu regardes jamais les prévisions météo à plus d'un jour en avance à la fois, quoi. Et je pense que peut-être si on avait regardé les modèles un petit peu plus loin dans le temps, on se serait dit « Ah oui !» En fait, cette première tempête n'était que le début d'une catastrophe qui allait continuer encore 15 jours, quoi. Et une fois que tu es sur le terrain, bah, tu peux plus vraiment reculer et il faut continuer, quoi. Quand tu commences une expédition comme ça où tu es en ski avec ta petite poulka et tu sais que tu vas camper pendant un mois, tu es tellement vulnérable aux éléments que vraiment tu espères que les conditions vont être stables. Et là, on n'a même pas eu le temps de se mettre en marche, en fait. On n'a pas eu le temps vraiment de tout doucement rentrer dans l'expédition. Je veux dire, dès le premier jour, on s'en est pris plein la tronche et ça a continué, ça s'arrêtait plus. Une tempête là-bas, c'est assez particulier parce que pratiquement chaque tempête qu'on a subie, on savait qu'elle allait venir. Et tu as une période en fait de quelques heures d'extrême calme, où tu sens que la nature est en train de se préparer à quelque chose. Et tu essaies, tu vois, de regarder le ciel, tu essaies de deviner d'où vient le vent, essayer d'être super attentive au changement de conditions.
Et c'est vraiment un endroit où moi j'aime tellement être en expédition parce que tu es tellement présente. Il faut vraiment que tu sois là. Tu vois, t'écoutes pas de musique, t'écoutes le son de tes skis sur la neige, t'écoutes le son que produit la neige sous tes skis. Ça donne énormément d'informations. Tu essaies de regarder dans quelle direction les flocons de neige sont en train de tomber. Et tu sais que tu as quelques heures avant que la prochaine tempête arrive, quoi. Et petit à petit, le vent se lève et parfois, t'as même pas le temps de faire ouf que t'es déjà en plein dedans, quoi. Et ça peut être assez perturbant parce que déjà, c'est ultra bruyant d'être dans un blizzard. Tu peux te sentir assez vite claustro parce que, imagine que t'as une cagoule pour pas avoir froid, t'as pas 1 centimètre de peau qui dépasse pour pas geler, t'as un énorme masque de ski sur tes yeux, généralement t'as 1 ou 2 ou 3 cagoules ou capuches sur ta tête pour vraiment t'isoler le plus possible des conditions autour de toi. Et c'est vrai que ça peut être assez claustro, en tout cas, t'es dans une bulle et t'essayes d'avancer, quoi. T'essayes juste de mettre un pied devant l'autre et de jamais perdre de vue ton équipe. Et dans ces conditions-là, on skie très très proches les unes des autres. Et généralement, l'une d'entre nous ouvre la voie et ensuite on skie en gros dans les rails de la personne qui est devant toi. Et on parle très peu dans ces conditions-là. On parle pratiquement pas parce qu'on est toutes en mode survie. Il y a énormément de communication non verbale. Des fois, on se fait des signes de la main. Parce que si on se met à parler, il faut qu'on se hurle dessus pour qu'on s'entende. Et c'est juste, il faut qu'on aille au point qu'on a défini comme étant un point relativement safe. Et jusqu'à ce point-là, on s'arrête pas, quoi. Blizzard ou pas, on avance. Et on savait qu'on avait des dépôts de nourriture à certains endroits. Et on a divisé l'expédition en 3 parties. La première partie, de Ny-Ålesund jusqu'à Pyramiden. Pyramiden, qui est une toute petite enclave russe sur l'archipel du Svalbard. On avait prévu 7 jours maximum pour faire cette première partie. Et à Pyramiden, on allait retrouver un dépôt de nourriture. Donc c'était super important de pouvoir aller à Pyramiden. On n'a pas mis 7 jours, on a mis à peu près 12 jours, je crois, à aller à Pyramiden à cause des tempêtes. Quand on est arrivé à Pyramiden, il nous restait pratiquement plus rien à manger. On avait commencé à rationner la bouffe. Moi, je crois qu'il me restait un petit déjeuner à manger, mais plus grand-chose. Et jusqu'au dernier moment, on s'est refait prendre dans une tempête qui allait durer 3 jours. La pire tempête qu'on ait eue, c'est là où on a eu des vents jusqu'à 140 km/h. Sur le ton de la plaisanterie, j'avais dit « Ouais, ben là, les conditions elles sont tellement horribles, ce qui va nous arriver dessus. » On savait que ça arrivait dans quelques heures. Il va falloir qu'on s'enterre, quoi. Et Silje, la Norvégienne de l'équipe, elle m'a pris au mot, elle m'a dit « Mais en fait, on n'a pas le choix. » En fait, oui, on va devoir s'enterrer et ça, il va falloir qu'on soit super efficace. Et là, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, s'enterrer? Donc ça peut paraître assez dramatique, mais finalement, on a essayé de créer quelque chose d'assez confortable. Déjà, on savait que c'était 7-8 heures plus tard, il y allait avoir 3 jours de tempête avec des vents jusqu'à 36 mètres par seconde qui allaient arriver. Donc là, efficacité, on cherche une montagne qui n'est pas dans la direction du vent, où il n'y a pas de risque d'avalanche, mais il y a suffisamment d'épaisseur de neige où on va pouvoir creuser une galerie en fait dans la neige, une sorte de petit tunnel, suffisamment long pour qu'on puisse s'allonger. Et là, ça nous a pris quand même pas mal d'heures de travail à la pelle, à creuser dans ce manteau neigeux. Et on a trouvé vraiment l'endroit absolument parfait pour ça. Mais je peux te dire qu'on a transpiré, quoi. Et puis on sentait le vent qui durcissait. On s'est dit, oh là là, faut vraiment qu'on se dépêche de finir nos petites galeries avant que le vent devienne horrible, avant qu'on puisse plus être dehors, quoi. So we're sheltering again from storm number 3. And we're building snow caves. It takes forever to build them, but they're really good. We are just by the side of a huge mount here, next to a glacier. Et Silje s'est révélée être l'architecte du siècle, quoi, de ce creusage de galeries. Et donc on a creusé 2 galeries en parallèle, où on pouvait avoir 2 personnes qui dormaient à chaque fois dans ces galeries-là.
Et l'avantage, c'est qu'une fois qu'elles étaient creusées, on a eu 3 jours pour améliorer ces petites galeries dans la neige. Donc on a pu creuser des sortes de petites bannettes, un petit lit en quelque sorte pour dormir. On a creusé même des étagères. Bon, c'était ultra spartiate, crois-moi, c'était pas large du tout. Mais c'était juste ce qu'il fallait pour passer 3 jours dans ces petites galeries-là. Et en fait, alors que la tempête était en pleine rage dehors, mais avec des vents comme j'ai jamais vu au Svalbard, une fois que tu rentrais dans la galerie, donc tu te faufiles, l'entrée est pas très grande, parce que tu veux pas que de la neige rentre dans ta galerie, donc tu te contorsionnes un peu pour rentrer dans ta galerie. Et une fois que tu es dedans, en fait, il n'y a plus un bruit. Et c'est hallucinant à quel point la neige est capable de t'isoler du bruit extérieur. Et une fois que tu es dedans, tu sens ton corps qui se détend, même si tu n'as pas beaucoup de place, et tu sais que tu as vraiment créé un abri qui va pouvoir tenir. Alright, so here we are inside the snow cave. It's extremely quiet. We can barely hear actually the storm outside. The temperature is pretty nice. It's between -6 and -1. If it gets too warm, it would be a problem because this would start to melt and drip over us. So yeah, everything is good. And we have one more night here at least. So yeah, it's good to rest. Mine de rien, on avait pas mal de frayeurs par rapport à ces galeries-là. Moi notamment, j'arrêtais pas de me réveiller pendant la nuit parce qu'on avait 2 chiens de traîneau avec nous. Il n'y avait pas moyen de les faire rentrer dans la galerie. Donc les chiens, ils étaient dehors en pleine tempête. Et j'avais peur que, au fur et à mesure que la neige s'accumule, ils sont accrochés quand même, les chiens, à une petite chaîne. J'avais peur qu'ils puissent plus être à la surface de la neige et qu'ils se retrouvent vraiment enterrés, par le manteau neigeux. Donc j'arrêtais pas. Je me réveillais en sursaut pendant la nuit et je me disais, oh, ils sont morts, Et j'allais vite. Je sortais dehors en pleine tempête, je m'en prenais plein la tronche et j'allais les voir et généralement ils allaient super bien. Donc je retournais me coucher et j'avais aussi peur que l'entrée de notre galerie se fasse ensevelir sous une avalanche. J'avais peur qu'il y ait une avalanche qui tombe du sommet de la montagne parce qu'il y avait vraiment des accumulations de neige de fou. Et je me réveillais en sursaut en me disant on est en train d'étouffer en fait dans notre galerie. Et puis finalement, on s'est pas mal fait enterrer, mais régulièrement on réouvrait nos petites galeries. Et ça nous a sauvés, je pense, de dormir dans ces galeries de neige. On a entendu plus tard qu'il y avait 2 autres expéditions ces jours-là qui avaient dû se faire évacuer. Alors je ne sais pas comment on a pu les évacuer, mais qui avaient complètement perdu leur tente, qui malheureusement n'avaient pas pu faire cette stratégie-là. Et heureusement, ils ont tous survécu, mais vraiment c'était des conditions assez folles, Et j'avais jamais vu ça, Et ce qu'on a subi, c'était vraiment un phénomène historiquement qui était du jamais vu. Et on sait qu'au Svalbard, vu que c'est aujourd'hui l'endroit qui se réchauffe le plus vite sur Terre, on sait que le dérèglement climatique dérègle tout. C'est pas juste une augmentation des températures, c'est qu'on a des extrêmes dans tous les sens au Svalbard en ce moment. Et là, on a eu un extrême de vent, on a eu un extrême de température très haute, on a eu un extrême de quantité de neige qui est tombée pendant 15 jours. Et ça resterait vraiment dans les annales parce que ça n'a jamais été observé avant. Et pour nous, je pense que quand on était sur le terrain, en fait, on avait tellement la tête dans l'expédition au début, on était tellement en mode survie qu'on prenait vraiment chaque jour, un à la fois, Et au bout d'une semaine, à s'en prendre plein la tronche, qu'on s'est regardé, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe, Mais qu'est-ce qui est en train de nous arriver, Parce qu'on n'en voyait plus le bout. On pensait jamais pouvoir finir l'expédition, ça c'est clair. Parce que déjà, il fallait survivre, mais en plus, il fallait récolter nos échantillons. Là, je te jure qu'il y en a pas mal qui sont passés à la trappe au début, parce qu'on pouvait plus s'arrêter parfois de skier. Et il nous a fallu vraiment une bonne semaine pour réaliser, mais là, ce qu'on est en train de subir, c'est directement l'expression du dérèglement climatique. Et c'est ultra flippant. Et on est rentré de cette expédition vraiment profondément, en tout cas... pas enragé, mais je pense que c'était l'expression que j'avais utilisée en rentrant, mais de voir à quel point l'Arctique est en train de changer aussi rapidement que ça nous a vraiment perturbés. Continuez. Quoi qu'il arrive, avancez. Heidi et son équipe, les Sentinelles du climat, ont dû faire face à ces conditions climatiques qui ont été terribles. Mais elles ont dû aussi, malgré cela, s'attacher à remplir leur mission. Collecter ces fameux échantillons de neige à travers cette région du Svalbard. C'est vrai que le programme scientifique, je pense que dès le premier jour,
on l'a réduit. Dès le premier jour, dès qu'on s'est pris la première tempête, on a dit voilà, on ne peut pas faire autant d'échantillonnage qu'on avait prévu. On avait prévu de prendre des échantillons de neige, je crois, tous les 2 ou 3 kilomètres. Et on a vu que, en fait, ça nous prenait trop de temps, que l'on n'avançait pas assez vite. Parce que mine de rien, on avait prévu sur un mois de faire 450 km de ski, ce qui est quand même pas mal. Et si tu t'arrêtes tous les 2-3 km, tu t'arrêtes à chaque fois à peu près un quart d'heure, 20 minutes, parfois même une demi-heure, t'avances pas. Et donc dès le premier jour, on s'est dit bon allez, on double finalement la distance entre les échantillons, tant pis. C'est notre survie aussi qui est en jeu, donc on a pris des échantillons à peu près tous les 5 km. Et en fait, ça correspondait très bien à notre rythme de ski aussi. Naturellement, voilà, on s'arrêtait et on retombait à chaque fois sur une distance d'à peu près 5 km. Et ce qu'on essayait de faire, c'est d'être ultra efficace. Parce que quand tu skis et que tu bouges, tout va bien. Parce que tu as chaud, tu produis énormément d'énergie, tu brûles des calories, t'es bien, quoi. Le problème, c'est dès que tu t'arrêtes, le compte à rebours commence parce que tu te refroidis ultra vite. T'imagines quand t'es dans du vent, dans de la tempête. Vraiment, il faut être efficace. Et on s'était toutes donné un rôle super précis. On n'avait pas besoin de parler. Il y en avait une qui mesurait la température. Il y en avait une autre qui faisait le trou. Il y en avait une, Nina, je crois, qui écrivait. Moi, je mesurais la densité de la neige. Et c'était tchac, tchac, tchac. C'était vraiment un truc ultra minuté, ultra efficace. Ensuite, on buvait un coup d'eau et on repartait. Et on ne peut pas le faire autrement, quoi. On n'est pas là pour papoter, pour tous les 5 km se raconter nos vies. Non, on est là vraiment pour être ultra efficace et essayer d'avancer le plus possible. C'est vrai qu'on a eu vraiment 2 phases dans cette expédition-là. On a eu la phase très compliquée, la phase tempête, et ensuite on a eu une phase plus normale. Et je pense heureusement qu'on a commencé par les tempêtes, parce qu'ensuite c'était beaucoup plus facile. Si on avait fait l'inverse, je pense que je suis pas sûre qu'on aurait fini l'expédition. En temps normal, on a une journée vraiment ultra rythmée. Généralement, on essaie de se réveiller tôt, vers 6-7 heures le matin. Il nous faut quand même quelques heures pour se mettre en marche le matin, parce qu'il faut notamment qu'on fasse fondre énormément de neige pour avoir suffisamment d'eau pour le reste de la journée. On skie toute la journée par intervalle d'1 heure, entre 50 minutes et 1 heure, et ça, c'est minuté. Et crois-moi, on est tout à regarder notre montre pour savoir quand est-ce que la pause arrive, parce qu'on n'en peut plus généralement. Donc tu skis entre 50 minutes et 1 heure, on fait une pause de 5-10 minutes, ou plus longue si on prend des échantillons pendant cette pause. Ensuite, on continue, on se fait une pause de midi très rapide, parce que là aussi, tu veux pas t'arrêter, t'as froid, tu essaies de prendre un maximum de calories en un minimum de temps, tu continues de skier l'après-midi, et là, tu essaies de trouver un endroit où tu vas pouvoir camper. Et ça, c'est pas anodin, parce que tu veux camper dans un endroit qui est pas trop pris par les vents. Donc ça, il faut vraiment arriver à avoir un peu de jugeote et te dire, voilà, d'ici quelques heures, quelques kilomètres, il va falloir qu'on s'arrête. T'essayes aussi de pas camper au bord d'un fjord, parce que au Svalbard, t'as énormément d'ours polaires. Et ces ours polaires au mois d'avril, leur terrain de chasse, c'est au bord des fjords, ou sur les fjords, sur la banquise, donc la glace de mer qui se forme chaque hiver. Donc nous, on voulait vraiment pas les déranger, on voulait pas faire cette bêtise de camper au bord d'un fjord. On l'a faite, mais parfois on peut pas l'éviter, mais voilà. Donc c'était vraiment important de décider où tu vas camper. Une fois que tu as décidé où tu vas camper, ça prend pas mal d'heures d'installer ta maison pour le soir. Déjà parce que tu montes ta tente, on essaie d'être les plus efficaces possibles, mais autour de ta tente, tu vas installer ce qu'on appelle le tripwire, ou le snowblubus en norvégien. Et en fait, c'est tout simplement, tu plantes 4 piquets autour de ton campement et tu vas mettre un fil de pêche qui va relier ces 4 piquets. Et ce fil de pêche, si quelqu'un le franchit, donc il est très tendu, hein, c'est quelque chose de franchi, ça va déclencher des petits explosifs qui vont te réveiller, t'alerter s'il y a un problème. Et généralement, s'il y a un problème, c'est souvent un ours polaire ou quelqu'un qui sort faire pipi pendant la nuit, mais bon, ça faut vraiment éviter. Donc ça prend pas mal de temps à l'installer. Il faut que tes piquets soient fermement ancrés dans la neige. Il faut pas que le fil il soit distendu, il faut que ce soit vraiment béton, quoi. Et ensuite, tu passes pas mal d'heures à penser tes blessures, à mettre des petits sparadraps sur tes ampoules, à essayer de masser tes muscles alourdis après une journée de sport, quoi, une journée très intense.
tu prépares ta popote, t'écris dans ton petit journal, moi c'est ce que je faisais, et j'essayais d'envoyer des nouvelles chaque jour, en tout cas aux personnes qui nous suivaient. Et quel bonheur en tout cas de camper quand c'est calme, quand il n'y a pas de vent, c'est super agréable. T'imagines quoi, t'as la meilleure chambre de l'univers, quoi, t'es vraiment au paradis, quoi. Voilà, on avait quand même 30 jours de ski dans les pattes. On voyait la fin approcher et finalement, on n'a jamais été autant pleine de doutes qu'à la fin de l'expédition. Tu penses qu'on aurait eu pas mal, on aurait été plutôt sereine, on savait exactement ce qu'il fallait faire quand on était à la fin de l'expédition, mais en fait, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la toute fin de l'expédition, on était face à un choix vraiment draconien. On avait le choix entre aller au point d'arrivée qu'on avait défini 4 ans auparavant, qui était la base scientifique de Hornsund, qui est vraiment très très au sud de l'archipel, ou on avait le choix de finir un petit peu avant, à un endroit qui s'appelait Calypso-Buon. Et la raison pour laquelle on hésitait par rapport à ça, c'est pas qu'on était fatigué, parce que là on avait vraiment un entraînement de fou, on pouvait vraiment avaler énormément de kilomètres très rapidement, c'est qu'en fait, il y avait une énorme arrivée de banquise, donc de glace de mer, autour de la base scientifique de Hornsund. Et on nous disait que cette banquise, elle bloquait tous les bateaux qui voulaient arriver à Hornsund. Et nous, il y avait un bateau qui devait venir nous chercher. En fait, on ne pouvait pas aller à Hornsund. Ça n'avait aucun sens d'aller à Hornsund. On va viser Calypso-Buon. Et donc, on avait décidé que ça allait nous prendre à peu près 3 jours d'aller à Calypso. Il nous restait à peu près 30 km à faire. Et là, on s'est dit, écoute, là, on kiffe. Je pense qu'on s'est un peu pris au jeu de ces 30 km qui nous restaient, mais on les a fait d'une traite. et en fait, ça a été extraordinaire parce que cette dernière journée, qui a duré, qui a duré plus de 24 heures, quoi. Cette dernière journée, elle a été une journée aux 1000 journées finalement. Il s'est passé tellement de choses. C'était déjà une des journées les plus belles de l'expédition. Et je pense qu'à chaque pas, on s'émerveillait d'un truc, quoi. On prenait le temps de regarder, tu vois, des lichens sur des roches. On prenait le temps de retrouver des glaciers qu'on avait étudiés auparavant, notamment un glacier que j'aime énormément qui s'appelle le glacier de la Recherche. Donc on a retrouvé, et on a vraiment pris le temps en fait de se poser près du glacier, de récolter nos échantillons, de photographier toute cette beauté de la glace, de la toucher. Et puis on s'est dit, ouais, pourquoi est-ce qu'on continuerait pas un petit peu plus longtemps et donc toujours avec cette perspective peut-être de camper à un moment ou à un autre, mais finalement c'est jamais venu. Jusqu'au moment où vers minuit, 1h du matin, où là on était très très proche de notre point d'arrivée, où il y avait une cabane où on allait pouvoir dormir. Là on se retrouve dans une situation vraiment pourrie, quoi. Je pense on commençait à avoir des hallucinations tellement qu'on était fatigués. Le vent commence à souffler, mais d'une force de dingue, qui n'était pas du tout prévue. Il fait quand même relativement sombre. On se retrouve dans une situation où on commence vraiment à perdre la luminosité. On voit plus du tout le contraste du sol. Tu sais plus vraiment si ça monte, si ça descend, s'il y a une fracture, un endroit, une crevasse ou pas. Et on se retrouve vraiment dans une situation où vers minuit, 1h du matin, on est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, quoi ? Et ça devenait ultra dangereux. On se retrouve perché sur des moraines qui font des centaines de mètres de hauteur, donc vraiment des amas rocheux qui sont très très instables, battus par les vents, où là je me dis, mais c'est vraiment le moment, la dernière nuit, où quelqu'un va se péter une jambe, quoi. Et j'essaie de me réveiller, je me donnais des petites claques pour essayer de pas m'endormir et essayer de vraiment rester ultra vigilante, où là on est en train de prendre des décisions où c'est du n'importe quoi. Il y en a une qui veut descendre la montagne par là, il y en a une qui veut prendre un raccourci par ici, il y en a une qui veut enlever Salpoulka et la laisser tomber de la montagne, et je me dis, mais attendez là, qu'est-ce qui est en train de se passer ? C'est vraiment le moment critique où c'est la fin de l'expé et on est en train de prendre des décisions vraiment à la hâte. Et là, je leur dis, écoutez, je sais qu'on est cramés, c'est vraiment là où vous allez voir qu'on va faire des conneries, quoi. Et en fait, on a décidé de prendre 3 fois plus de temps pour descendre cette montagne,
que les petits raccourcis qu'on avait prévu de prendre, parce que là, je savais qu'on allait vraiment se faire mal. Et même moi, j'avais peur de descendre de la montagne, c'était tellement pentu que c'était affreux, quoi. T'as froid, t'as faim, t'as envie d'aller te coucher le plus vite possible, le vent t'éclate la figure, mais il faut prendre le temps. On a fini par la descendre, cette montagne, c'était affreux. On n'a pas du tout eu de blessures, même les poulkas ont fini par subir cette descente, mais tant bien que mal. Et c'était vers 2-3 heures ensuite du matin où on a pu enfin atteindre cette cabane, qui était frigorifiée, quoi. Il faisait ultra froid dans cette petite cabane, mais alors là, on allait se coucher, on a déplié le sac de couchage, on est allé se jeter dedans, tout habillé, et je pense qu'on a dormi genre 10-12 heures suite à ça, et c'était la fin de l'expédition. L'Arctique qu'Heidi et son équipe ont parcouru, et qu'elle connaissent si bien, a été à leurs yeux pendant cette expédition méconnaissable. Les conditions météo les ont beaucoup inquiétés, le manque de banquise, la succession de tempêtes, le retrait des glaciers, le risque d'avalanche au plus haut les ont affectés chaque jour et sont le résultat direct de nos émissions de gaz à effet de serre. En tant que scientifique et en tant que glaciologue, Heidi est au cœur du sujet et de l'action pour le climat. Elle s'est fixée pour mission de rendre cette science accessible à tous. Mais justement, c'est quoi être glaciologue? Les glaciers, c'est un peu mes patients et j'essaye de comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils vont pas bien? Pour les faire parler, on utilise tout un tas d'outils. On utilise des GPS pour mesurer leur vitesse. On utilise des thermomètres tout simplement pour mesurer leur température. On utilise beaucoup d'images satellites aussi pour les observer de façon un peu plus globale. Et notre travail aujourd'hui en tant que glaciologue, très clairement, en tant que glaciologue, tout ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de prévoir ce qui va se passer avec ces glaciers alors que les températures continuent d'augmenter et surtout comment ces changements auprès des glaciers vont nous impacter nous. Ça donne vraiment une importance toute particulière à ce que tu fais. Parce que tu comprends que ce que tu étudies sur un glacier en particulier, ça va peut-être permettre à des populations de se préparer, de s'adapter par rapport à ce qui va arriver. Et nous, dans nos vies à 100 à l'heure, souvent urbaines, on est bien loin de ces glaciers. Et finalement, on a bien du mal à comprendre l'impact que nos modes de vie peuvent avoir sur eux et l'impact qu'ils ont eux sur nous. Pourtant, pas de doute là-dessus, nos destins sont étroitement liés. Ces glaciers, qu'on soit en Haute-Savoie ou qu'on soit au milieu de Paris, ces glaciers nous paraissent tellement loin. Si on pose la question aux gens en leur disant « Est-ce que vous pensez que les glaciers ont une quelconque importance sur votre vie de tous les jours ?» Je suis prête à parier qu'il y a très peu de gens qui pensent que les glaciers, justement, ont une quelconque importance sur leur quotidien. Alors que, très clairement aujourd'hui, on est tous reliés à ces régions de neige et de glace, où que l'on soit dans le monde. Parce que ce sont tout d'abord les plus grandes ressources d'eau douce que l'on a sur Terre. 70% des réserves d'eau douce sont dans la neige et la glace. Aussi, lorsque ces glaces fondent, elles contribuent à l'augmentation du niveau des mers, des océans. Et que l'on habite sur des littoraux ou pas, on va être confronté à ça. Il y aura forcément des déplacements de population qui vont avoir lieu, qui ont déjà lieu aujourd'hui, mais qui vont continuer tout au long de ce siècle et sûrement encore devenir de plus importantes dans les siècles à venir. Et donc, que l'on ressente cette connexion avec les glaciers ou pas, elle est là. Et il n'y a aucun doute que notre futur, il est directement lié au futur de ces glaces. Et vice-versa. Ces glaciers, aujourd'hui, dépendent de nous pour survivre, pour leur avenir, et nous, on dépend de ces glaciers pour notre avenir aussi. Et mon job aujourd'hui, et je le vois vraiment comme ça, c'est d'essayer justement de rapprocher ces régions de neige et de glace, rapprocher du grand public, et leur montrer que finalement, même si le pôle Nord, ça nous paraît très lointain, qu'on en est très très proche. Et chaque action que l'on fait à Annecy ou chez nous en France a directement un impact sur ces régions-là et que ces régions-là ont directement un impact sur notre quotidien. Et c'est un travail de tous les jours, ça reste vraiment des paysages complètement aliens dans la tête des gens. Et justement, il y a un travail monumental d'éducation à faire pour que les gens puissent, je pense, se connecter, s'identifier à ces régions-là. Il y a encore beaucoup de travail à faire.
Êtes-vous familier avec cette notion de limite planétaire ? Ce sont ces 9 processus et systèmes qui régulent la stabilité et la résilience du système terrestre. Les interactions de la Terre, de l'océan, de l'atmosphère et de la vie qui, ensemble, fournissent les conditions d'existence dont dépendent nos sociétés. Récemment, il a été annoncé que la 6e limite planétaire a été franchie, celle qui a trait au cycle de l'eau. Les glaciers ont une incidence sur ce cycle. Au niveau des glaciers, on étudie beaucoup ce phénomène qui s'appelle peak water. Comme tu sais, il y a peak oil. On étudie aussi l'équivalent au niveau de l'eau douce des glaciers. Et justement, il y a un énorme travail qui est en train d'être fait en ce moment pour calculer quand est-ce que certaines régions dans le monde vont atteindre ce niveau peak water. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, puisque les températures augmentent en moyenne partout sur Terre, les glaciers fondent de plus en plus. Donc, c'est-à-dire que ces glaciers nous donnent de plus en plus d'eau. Ça peut paraître comme une aubaine dans certaines régions, parce que l'eau, voilà, elle sert à tout ce qui est irrigation, tout ce qui est sanitaire, production d'hydroélectricité. Chez nous, dans les Alpes, cette eau de fonte des glaciers, elle sert aussi à refroidir des centrales nucléaires. Donc, t'imagines, c'est ultra important, quoi. Mais cette augmentation de la quantité d'eau de fonte, elle a lieu jusqu'à un certain point. Au bout d'un moment, les glaciers se réduisent tellement en taille qu'ils ne peuvent plus chaque année amener de plus en plus d'eau dans les rivières. Et c'est ce qu'on essaie d'identifier aujourd'hui, c'est quelle région va passer peak water et quand. Parce que ça va nous donner une indication sur comment est-ce que les populations peuvent se préparer à avoir de moins en moins d'eau, comment est-ce que nos infrastructures peuvent s'adapter à avoir de moins en moins d'eau des glaciers. Et c'est une notion extrêmement importante. Et on sait que dans les Alpes, voilà, on l'a déjà passé depuis longtemps. Il y a d'autres régions où c'est extrêmement important, comme par exemple l'Himalaya, où là, c'est pas quelques millions de personnes qui dépendent de l'eau des glaciers, c'est véritablement plus d'1 milliard de personnes. Et là, on a vraiment besoin d'être capable d'identifier cette notion de peak water de façon très très précise. Et là, on est en train de passer ces seuils de peak water les uns après les autres, un peu partout dans le monde. Et on fait tout, en tout cas, pour affiner ces études-là, pour préparer les populations le plus en amont possible. L'Arctique, froid et glacé, disparaît. Et il disparaît à toute allure. Cette région est surveillée de très près par les scientifiques du monde entier parce que le réchauffement y est 3 à 4 fois plus rapide que nulle part ailleurs sur Terre. Aujourd'hui, l'Arctique est vraiment pris dans un cercle vicieux où tout s'accélère. On appelle ça, tu vois, des boucles de rétroaction positive où en fait, tu fais tomber le premier domino et ensuite c'est très difficile d'arrêter un phénomène. Et ça, c'est clair qu'aujourd'hui, on l'observe dans l'Arctique de plus en plus, où par exemple, voilà, ces petites particules fines viennent du sud, assombrissent les surfaces de neige et de glace. Ces surfaces de neige et de glace fondent de plus en plus rapidement, donc elles se réduisent en superficie. Et imagine, voilà, des glaciers qui se retirent ou de la banquise, hein, cette glace de mer qui prend de moins en moins de place sur l'océan. À la place de cette glace, qu'est-ce qu'on a ? Eh ben, des surfaces beaucoup plus sombres. Quand la banquise disparaît, on a un océan qui est super sombre. Quand les glaciers disparaissent sur Terre, on a des roches qui sont beaucoup plus sombres que de la neige et de la glace. Ces surfaces sombres vont elles aussi continuer à absorber cette chaleur, à accélérer la fonte de l'Arctique et tout s'emballe. Et on sait qu'aujourd'hui, on est très très proche des points de non-retour dans l'Arctique. Le Svalbard est la terre qui se réchauffe la plus vite sur Terre aujourd'hui. Le Svalbard se réchauffe 6 à 7 fois plus vite que la moyenne planétaire. Et on sait quelle est la source du problème. C'est nous, c'est nos activités. Et ce qui est génial, entre guillemets, c'est qu'on sait tout à fait qu'on a les cartes en main et que c'est vraiment à nous de faire le taf, essayer de réduire notre dépendance aux énergies fossiles le plus vite possible. On peut aujourd'hui encore éviter les conséquences irréversibles liées à la fonte de l'Arctique ou à la fonte de l'Antarctique. On peut le faire, c'est un sacré challenge, mais c'est maintenant ou jamais. Éviter ces conséquences demande d'abord qu'on comprenne collectivement d'où vient le problème. Dernier retour sur cette expédition des Sentinelles du climat qu'Heidi vous a fait vivre au cours de cet épisode. Vous vous le demandiez sûrement, où tous ces échantillons de neige sont-ils allés et qu'en est-il des résultats ?
Aujourd'hui, ces échantillons de neige, ils ont été envoyés à Western Washington University. Donc c'est là où se trouve Alia Khan, qui est la méga boss du noir de carbone, donc ces petites particules fines dans le monde. Et Alia, justement, est en train de mettre en place le protocole pour les analyser. Alors ça prend beaucoup de temps, on aurait bien aimé commencer à avoir des résultats l'année dernière. Il y a eu pas mal de retard à cause du Covid dans les universités aux États-Unis. Et là, on espère vraiment, notre objectif, c'est d'ici la fin de l'année, commencer à avoir les premiers résultats. Et notre objectif, ça va être de savoir d'où vient cette pollution et encore une fois, quel type d'énergie fossile a brûlé. Parce que si tu es capable de mettre le doigt sur la source du problème, c'est là où tu peux vraiment commencer à identifier des solutions. Ainsi se termine cette éco-aventure au cœur des glaciers. Vous avez aimé ces Good Green Vibes ? Dites-le nous. Mettez-nous plein d'étoiles, laissez-nous un commentaire sur votre appli Apple Podcast, écrivez-nous sur Insta ou sur LinkedIn et surtout, partagez cette éco-aventure. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles Good Green Vibes et petit conseil, ne vous réchauffez pas trop vite de ce moment givré parce qu'on va rester dans la glace du lac Baïkal cette fois, un lieu qui nous appelle à nous rassembler. À très vite.